Bonjour. Eh bien pour cette dernière vidéo concernant la Covid-19 faite par la Task Force euh, de Lille en lien avec la Société des sciences de l'agriculture, des arts de Lille, eh bien nous avons choisi d'élargir un petit peu le sujet scientifique aux enjeux sociaux et politiques de la pandémie à travers un exemple, celui du médicament. Alors, je suis Régis Bordet, je suis professeur de pharmacologie médicale ici à Lille, spécialisé sur les médicaments du système nerveux central. Je dirige également notre initiative d'excellence, Lille Nord Europe, qui met l'université de Lille dans le peloton de tête des grandes universités françaises. Et je suis président du conseil scientifique de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Alors, il y a un mois, tout juste, à l'occasion de la Journée mondiale de philosophie, Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, soulignait finalement la multiplicité des crises que nous vivons, crise sanitaire, économique, climatique, voire même crise existentielle, et elle soulignait que cette pandémie interroge beaucoup de notre rapport au collectif, de notre rapport à notre condition d'individu, en passant par les systèmes économiques et politiques. Et effectivement, cette pandémie, interroge le lien entre société et politique, mais aussi finalement les liens et l'irruption de la science dans ce jeu entre politique et société. Et vous l'avez constaté, finalement, on a vu nombre de scientifiques arriver sur les plateaux de télévision des chaînes en continu, qui a montré combien la science faisait d'un seul coup les recettes des grands journaux télévisés, venant un peu bousculer finalement ce jeu entre politique et société. Antihypertenseurs, randomisation, corticoïdes, placebo, hydroxychloroquine, remdesivir, essais cliniques. Bien évidemment, tous ces mots pour les professionnels de santé, pour les professionnels médicaux et paramédicaux, ce sont des noms que nous manipulons quotidiennement. Mais pour le grand public, ces mots ont fait irruption dans votre quotidien, dans notre quotidien. Et c'est cette irruption brutale que l'on a pu constater, en particulier dans les médias, dans les commentaires, où chacun est allé de son avis, qui m'avait conduit, il y a quelques mois, à écrire un petit article pour notre journal Thérapie, en m'interrogeant sur le fait de savoir quel est le statut du médicament. Est-ce un objet scientifique, mais est-ce un objet social ou est-ce un objet politique ? Effectivement, le médicament vient interroger finalement ces relations que l'on a vu se dessiner entre la science, la société et le monde politique. Alors bien sûr, le médicament, c'est d'abord un objet scientifique. L'époque où nous nous appuyons sur de l'empirisme, c'est-à-dire sur la seule observation pour déterminer si un médicament est efficace ou pas, est révolue, ou semblait révolue. La méthodologie, la rigueur scientifique, avait pris le pas sur cet empirisme et sur cette expérience. L'expérience n'est pas inutile en matière de découverte de médicaments, mais elle doit être relayée par une analyse rigoureuse, scientifique des propriétés et une évaluation scientifique des propriétés du médicament. Et en effet, aujourd'hui, la médecine est fondée sur les preuves. Bien sûr que l'expérience clinique, la préférence du patient, ou en tout cas le nécessaire dialogue entre le patient et le médecin, restent des éléments importants de la décision médicale. Mais cette décision médicale ne peut pas s'affranchir des données de la recherche. C'est à partir de ces données de la science que on peut prendre une décision médicale et en particulier
proposer ou prescrire le traitement le plus adapté à une situation clinique donnée. Et ces données de la recherche, en particulier de la recherche clinique, s'appuient sur une méthode qui est éprouvée aujourd'hui et qui repose sur un certain nombre de grands principes. La comparaison, la comparabilité, la significativité. Il faut comparer deux groupes. Sinon, on ne peut pas savoir si finalement l'effet du médicament n'est pas lié à d'autres éléments, un effet placebo ou éventuellement une évolution naturelle de la maladie, ce qui est souvent le cas, une évolution favorable, ce qui est souvent le cas dans les maladies infectieuses. La comparabilité des groupes, par le tirage au sort, nous permet d'être sûr qu'il y a un lien entre la prise du médicament et l'effet observé. Je ne m'étendrai pas, mon collègue Dominique Deplanck a fait une vidéo dédiée à la méthodologie des essais cliniques que je vous incite à aller voir ou à revoir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la visualiser. Pour autant, il y a des critiques sur ces essais randomisés contre placebo. On les trouve parfois trop dogmatiques. Et pour autant, les professionnels de santé que nous sommes, en lien également avec l'industrie du médicament, eh bien, nous réfléchissons depuis longtemps à mettre du jeu, à mettre des marges de manœuvre dans cette rigueur, tout en restant, bien sûr, sur le principe de comparaison. C'est ce que l'on fait, par exemple, dans le cadre d'un think tank qui est dédié à la pharmacologie et à la recherche clinique et qui a généré de nombreux travaux sur les essais en petits groupes, en petit nombre, ou sur l'utilisation de certains critères intermédiaires. Le médicament, on s'en est rendu compte à l'occasion de ces critiques sur la méthode scientifique de son évaluation, interroge également la société. Et on peut considérer avec Émile Durkheim, sociologue du début du XXe siècle, qui a proposé la définition du fait social, c'est-à-dire un fait qui dépasse l'effet individuel pour être un fait collectif, on peut s'interroger sur le fait que le médicament soit également un fait social. Effectivement, bien sûr, nous avons des prises individuelles de médicaments qui engendrent des effets, mais il y a aussi finalement des aspects collectifs. Si on prend la consommation des médicaments, elle n'est pas partout pareille. J'ai repris ici une carte de France qui montre que la consommation des psychotropes est inégale, est inégalement répartie au sein de la population française. Et on voit bien que dans les régions septentrionales, dans les régions du Nord et de l'Est, on consomme un petit peu plus de psychotropes. Probablement qu'il y a des raisons économiques, sociologiques, sociales à ces consommations. Et la crise que nous venons de traverser, que nous traversons encore, la période de confinement, a eu un impact sur la consommation des médicaments. On a vu certains médicaments qui ont vu leur prescription et leur consommation diminuer, tandis que d'autres, et là encore les psychotropes, les médicaments du système nerveux central, ont augmenté au cours de la période de confinement, ce qui prouve bien qu'il y a des phénomènes sociaux et non pas seulement individuels. Et ceci, on en a une traduction plutôt bénéfique, qui est que, les populations s'interrogent sur le médicament. Ils en consomment ou ils doivent en consommer et ils se demandent finalement si c'est bon pour leur santé ou s'il y a des écueils. C'est pour ça que très rapidement, en début de crise, la Société française de pharmacologie et de thérapeutique a mis en ligne un site dédié aux réponses d'experts aux questions que la population pouvait se poser à la fois sur les médicaments et leurs interactions avec l'infection par la Covid-19. Vous le voyez, les visites de ce site ont été très nombreuses. Je pense qu'on est à plus de 500 000 visites avec des pics.
Et là encore, on se rend compte que, eh bien, ces visites ne diminuent pas tout au long de l'année, mais sont variables en fonction du plus ou moins grand niveau d'anxiété vis-à-vis de l'infection par le coronavirus. Cette demande sociale d'information est importante. Elle traduit le fait que, eh bien, les gens, la population, veut savoir. Mais malheureusement, il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que, eh bien, un certain nombre d'entre nous ont une défiance sociale vis-à-vis du médicament. Alors la santé en général est maintenant un terrain fertile pour les théories du complot. Les échanges sur les réseaux sociaux, eh bien, laissent à donner plein d'informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas avérées sur le médicament et qui génèrent finalement également à leur tour un stress, une anxiété vis-à-vis de la prise des médicaments. Et la défiance, par exemple, vis-à-vis des vaccins, en est une traduction. Ceci est relayé par les médias, par un certain nombre même de d'émissions qui laissent à penser, eh bien, qu'il y aurait un grand complot contre la santé des patients. Cette défiance sociale, elle vient du fait que, en période de crise, en période d'anxiété, eh bien, il est plus facile, et c'est une réaction spontanée que nous avons tous, il est plus facile de croire que de comprendre. Et ceci a généré finalement le fait que, eh bien, on ait vu des files d'attente pour la prescription d'un médicament, alors même que celui-ci n'avait pas fait preuve de son activité et de son efficacité, nous ramenant finalement à des périodes au XIXe siècle où il y avait des publicités non contrôlées sur un certain nombre de médicaments. Alors, bien sûr, quand un fait interroge la société, il est évident que le politique va s'en emparer. Ça n'est pas nouveau. Dès 1777, le roi Louis XVI, eh bien, avait fait une déclaration royale pour accorder le monopole de la prescription et de la délivrance des médicaments aux apothicaires. Et l'année suivante, il avait accordé à l'Académie royale de médecine, eh bien, le devoir même de délivrer un brevet d'efficacité pour tous les nouveaux médicaments. Ceci traduit le souhait de la sphère politique d'encadrer le médicament. Ceci a conduit bien des années plus tard à ce que Franklin Delano Roosevelt, en 1938, eh bien, crée la première agence indépendante, la Food and Drug Administration, dont on parle énormément aujourd'hui, puisque, à l'instar de l'Agence européenne du médicament, ce sont ces agences qui, par exemple, vont donner, eh bien, un avis favorable ou pas à la prescription du vaccin. Mais voilà, au XVIIIe siècle, on s'intéresse à réguler le médicament et Michel Foucault a bien montré que c'est également au XVIIIe siècle, eh bien, que se génère ce qu'il a appelé un biopouvoir, c'est-à-dire des techniques, des dispositifs spécifiques qui s'exercent sur les corps pour les modeler. Alors on a beaucoup parlé de l'hygiène, on a beaucoup parlé de l'alimentation. Finalement, à l'époque, Michel Foucault, dans les années 70, n'a pas vraiment parlé du médicament comme un élément du biopouvoir. Ceci s'est un peu fait à travers ce qu'on appelle des dystopies, des espèces de science-fiction qui ont pris finalement, en particulier les psychotropes, comme des médicaments pouvant finalement orienter le comportement des populations, voire même finalement pour les asservir et les soumettre. Mais aujourd'hui que le médicament fait tant irruption dans nos vies, eh bien on peut se demander si ça n'est pas finalement aussi un vecteur de ce biopouvoir. Et est-ce que ça ne devient pas finalement un acteur de biopolitique?
Et ce qui a été frappant au cours de cette crise, c'est de constater que les femmes et les hommes politiques ont mis en scène leur propre prise de médicaments. Alors il y a eu en France des députés qui ont parlé ouvertement du fait qu'ils prenaient tel ou tel traitement, et puis bien sûr le président des États-Unis, Donald Trump, eh bien s'est exprimé à de multiples reprises sur ces prescriptions, en disant qu'il croyait aux vertus de l'hydroxychloroquine, qu'il en prenait à titre préventif. Ceci a conduit finalement à une interrogation sur le fait de savoir si à un moment il n'y a pas un glissement vers le pouvoir politique en termes de prise de décision sur le médicament, plutôt que de le laisser, ce qui doit être le cas, à des agences de régulation. Et est-ce que cette distorsion qui apparaît, eh bien, ne va pas finalement enrichir l'idée d'un complot, d'une organisation, d'un biopouvoir excessif concernant le médicament, qui serait susceptible de conduire à de nouvelles défiances, et se retournant contre l'idée de base qui est de promouvoir la prescription de médicaments avérés, n'y a-t-il pas là un risque finalement de retrait des populations vis-à-vis du médicament? Nous espérons, nous, bien évidemment professionnels de santé, que cette distorsion ne vienne pas gêner les campagnes de vaccination qui seront proposées dans les mois qui viennent. Alors, ici à Lille, c'est cette question du médicament comme objet scientifique, social, politique, eh bien, nous intéresse particulièrement à un moment où nous sommes en train de constituer une université de la transition globale, qui est le projet phare de transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche publique lillois. Et ceci nous incite à réfléchir à la création d'une chaire de recherche interdisciplinaire sur le médicament, qui permettrait de poursuivre cette réflexion sur le médicament et sa place en termes d'enjeux social, politique ou scientifique. Et même si cette vidéo clôt cette première saison sur la Covid-19 à Lille, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer une saison 2 qui sera plus particulièrement consacrée aux enjeux sociaux, humains de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Et cette vidéo, eh bien, fait, sans mauvais jeu de mots, la transition vers cette saison 2. Je vous remercie.